Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace. À Zoé, petite étoile. Exergue. Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Charles Darwin, 1809 à 1882. Introduction. Aller au théâtre et se sentir émotionnellement concerné par la beauté de la pièce est une expérience commune à un grand nombre d'entre nous. Il est moins fréquent d'être ému devant l'explication scientifique d'un phénomène naturel. Pourtant, le scientifique, le dramaturge, le poète, créent leurs œuvres en utilisant des processus intérieurs semblables. Un genre de bricolage d'éléments déjà connus, fréquentés ou utilisés, qui se combine en une représentation totalement nouvelle de l'homme ou de la vie vécue. Une représentation qui captive son créateur par sa beauté, par l'harmonie à travers laquelle les divers morceaux du bricolage se structurent. Et le scientifique, le poète, le dramaturge, mais aussi le philosophe, le peintre, éprouvent de profondes émotions à créer leurs œuvres. Ce sont ces émotions qui sont transmises lors de la lecture d'une poésie, la vision d'un tableau ou d'une pièce de théâtre ou la compréhension d'une théorie scientifique. L'émotion, on le voit, rapproche la science et l'art, culture humanistique et scientifique. L'émotion se transmet comme le langage. Les émotions et le langage, qu'ils soient littéraires, artistiques ou scientifiques, sont les charnières entre les deux cultures, entre la science et l'humanisme. Dans ce livre, je parlerai des deux cultures, humanistique et scientifique, de comment s'est créée une fracture entre elles à l'époque moderne et de combien est ressentie de nos jours, en particulier de la part des scientifiques mais aussi de la communauté des humanistes, le besoin de dépasser cette fracture. Je suggérerais que la naissance d'une nouvelle culture, la troisième culture, pourra représenter un espace dans lequel le dialogue entre les deux communautés ait lieu et soit riche de développement. Je parlerai de l'espérance que ces développements puissent porter à une nouvelle société, à de nouvelles démocraties, où le langage soit le tissu connectif d'une communication qui se pose les problèmes des responsabilités, des buts et permettent d'aller au-delà d'une société dominée et motivée exclusivement par l'efficience de la technique. Une vie où science et philosophie coexistent harmonieusement est une vie qui trouve sa propre signification et donc la félicité, dans le sens premier du terme, celui du grec. Félicité qui n'est pas produite par la simple recherche du plaisir, mais par l'accès à l'eudaimonia, c'est-à-dire être en compagnie de son bon démon, avoir avec soi son bon guide spirituel. J'imagine des espaces nous-centriques au lieu d'égocentriques dans lesquels règne le partage au lieu de la compétition. Ces espaces qu'utilise instinctivement le petit enfant dans son approche à la connaissance du monde, et que devraient utiliser aussi les groupes de travail des adultes, que ce soit dans les laboratoires scientifiques ou dans les allées du pouvoir. Je rappellerai les enseignements de Norberto Bobbio et Vladimiro Zagrebelski pour souligner les grandes possibilités de communication que possède la vertu d'humilité, et l'importance de la culture, et je dis d'une troisième culture comme base de la démocratie. Et enfin j'utiliserai la métaphore utilisée par Richard Dawkins pour représenter l'évolution darwinienne, et les suggestions de Wilfred Bion, Ernst Mayr et Noam Chomsky pour suggérer comme intelligence et culture peuvent devenir alternativement une mutation létale ou une stratégie de survie et d'autoconservation. L'alternative entre les deux dépend uniquement de notre prise de conscience, du fait qu'agir est différent de faire. Une prise de conscience qui soit en mesure de nous porter vers une troisième culture où émotion et empathie sont des ingrédients indispensables aux côtés de la logique et de la technique, où la science reconnaît ses propres composants de sensibilité et où la technique redevient seulement un instrument soumis à la responsabilité humaine. Les considérations exprimées dans ce livre ne se proposent certes pas d'affronter le problème philosophique du mal, ou de suggérer une analyse des tragédies dans l'histoire de l'humanité causées par l'oppression et la violence. Ce livre cherche seulement à mettre en exergue comment la dichotomie entre les sciences et l'humanisme, associée à l'influence toujours plus grande de la technique dans notre réalité, peut générer des comportements cruels et sans pitié, une moderne amoralité que nous avons parfois du mal à reconnaître. 1. Les deux cultures, le dévoilement, les faits et la vérité. Culture dérive du latin colere, cultiver. L'action de cultiver demande de l'attention, un soin prolongé dans le temps.
Et c'est justement ce dont a besoin l'esprit humain pour se développer, de soins et d'attention, dans le temps. En fait, les êtres humains naissent incomplets et ont besoin d'assistance pour grandir et devenir autonomes. La culture, de ce point de vue, peut également être considérée comme une stratégie de survie. Les animaux n'ont pas besoin de culture pour survivre. Le processus de développement de la culture mène par contre, du point de l'individu, à la formation de l'adulte autonome et du point de vue anthropologique a mené à la naissance de l'Homo sapiens. L'anthropologue Claude Lévi-Strauss dit que toute culture peut être considérée comme un ensemble de systèmes symboliques au premier rang desquels se placent le langage, les règles matrimoniales, les rapports économiques, l'art, la science, la religion. C'est avec les modèles culturels que l'homme donne un sens à sa propre vie. Dans ce livre, nous parlerons des deux cultures, en nous référant à des cultures liées à des activités particulières qui sont l'activité scientifique et l'activité littéraire ou artistique. Nous nous référerons donc à des modèles développés par ceux qui travaillent soit dans la recherche scientifique, soit dans l'art ou la littérature. La thèse de ce livre est que l'accès à une nouvelle culture qui intègre ces deux cultures et dépasse l'opposition entre sciences et matières dites humanistiques, mènera à un humanisme nouveau qui pourrait nous sauver de l'autodestruction vers laquelle nous paraissons être engagés. Cette culture représente en fait le premier pas pour dépasser la destructivité humaine, rendue de nos jours encore plus raffinée et sans pitié par la domination de la technique. La troisième culture est déjà en devenir. Les scientifiques et les intellectuels en ressentent le besoin et en débattent. Quand son plein accomplissement imprégnera notre vie intellectuelle et sociale, la société en sera bonifiée. On sait que le premier à affronter le problème du rapport entre ces deux cultures fut Charles Percy Snow, dans son pamphlet paru en 1959, Les deux cultures et la révolution scientifique, qui eut un énorme succès. Snow était un scientifique, il avait un master de physique, mais aussi un auteur de romans et il fit noter que dans la vie intellectuelle de la société occidentale, s'étaient formés deux groupes opposés, les littéraires et les scientifiques. Entre les deux groupes il releva un abîme d'incompréhension réciproque, et parfois de l'hostilité et du mépris. Pour donner un exemple, une expression utilisée par les littéraires pour désigner les scientifiques était « les spécialistes ignorants ». Il n'y a aucun lieu, d'après Snow, dans lequel ces deux cultures peuvent se rencontrer. Selon Snow, les raisons de l'existence de cette dualité de culture sont nombreuses et complexes, mais dans son livre il voulut en isoler une, la révolution scientifico-industrielle qui causa selon lui la plus grande transformation sociale depuis la découverte de l'agriculture. Une transformation passée pourtant inaperçue auprès de la culture traditionnelle de l'époque. La principale solution au problème des deux cultures, Snow la situe au niveau de l'école. Il s'agit de faire comprendre la signification de la révolution scientifico-industrielle, dans le cadre de l'enseignement scolaire. Le livre de Snow détaille aussi d'autres aspects de la révolution industrielle en termes économiques et sociaux, mais nous ne nous y arrêterons pas. Snow mit bien en évidence le fait qu'une révolution comme la révolution industrielle provoqua une cassure entre les intellectuels de l'époque, de formation humanistique, et la nouvelle classe scientifique en train de se former. Et que les deux communautés, scientifiques d'une part et littéraires de l'autre, s'affirmèrent comme deux cultures dans l'acception anthropologique, dans le sens indiqué au début de ce chapitre, qui signifie que les membres des deux communautés partagent des attitudes, des règles, des schémas de comportement, des orientations et des présupposés. De nos jours, celui qui étudie la nature ne peut pas ne pas communiquer à ses collègues les résultats de ses recherches. On considère cela comme une espèce d'obligation morale, un service rendu à l'humanité. Cette idée de base du développement de la science est toutefois en opposition avec une tradition élitiste de la connaissance et de la transmission de la connaissance elle-même, tradition restée longtemps une coutume de la communauté des littéraires. Snow augure dans son pamphlet la venue d'une troisième culture, convaincu que celle-ci se vérifiera dans un proche avenir. Dans cette nouvelle culture, les difficultés de communication entre scientifiques et littéraires se seront fortement atténuées. Les souhaits de Snow impliquent aussi une meilleure compréhension de la révolution industrielle et de ses effets sociaux et humains. Le livre de Snow doit être également considéré comme un manifeste du modernisme, de la foi dans la science et dans le développement qu'elle crée.
Le neuropsychologue Nick Humphrey reprend la réflexion de Snow pour lequel Newton fut le Shakespeare de la science, énoncé qui jette un pont symbolique entre les deux cultures. Ce pont, voyez-le bien, ne fut pas nécessaire pour des scientifiques ou artistes comme Léonard de Vinci, Piero della Francesca, Goethe, Pascal. Celui-ci faisait toutefois la distinction entre esprit de géométrie et esprit de finesse, des personnages œuvrant à la fois dans la littérature, l'art et la science. La fracture des deux cultures s'est en fait produite dans un temps plus récent, comme Snow vient de nous le dire. Mais Nick Humphrey donne une précision sur son appréciation de ce lien entre Newton et Shakespeare. Son opinion est que si Newton n'avait pas écrit ses traités, quelqu'un d'autre l'aurait sûrement fait, tôt ou tard, alors que si Shakespeare n'avait pas écrit ses œuvres, personne n'aurait pu les écrire. En d'autres termes, Newton fit les choses à la manière de Dieu, Shakespeare à la manière de Shakespeare. Cette opinion exprime bien, selon moi, d'une façon synthétique et incisive, la fracture encore profonde de nos jours entre les deux cultures. Il faut noter que la considération faite par Humphrey ne doit pas être vue nécessairement comme une dévaluation du travail du scientifique, car elle peut aussi être utilisée d'une manière tout aussi négative vis-à-vis de l'art et de la littérature dont le caractère serait moins universel et objectif que celui des résultats scientifiques. On pense par exemple aux positions radicales du mathématicien Pier Giorgio Odifredi qui écrit dans son blog « Il me semble que les humanistes ne se rendent pas compte qu'une grande partie de la littérature n'est que divertissement ou distraction, comme le sont les centres commerciaux ou la télé-réalité. Aujourd'hui, le divertissement est sacro-saint, mais ne peut se le permettre que celui qui a du temps à perdre. Pas Newton par exemple, qui alla une seule fois au théâtre et partit avant la fin. Pas Darwin, qui trouvait Shakespeare si insupportablement lourd à en éprouver du dégoût. Pas ces nombreux prix Nobel ou médailles Fields, que j'ai entendu de mes propres oreilles affirmer qu'ils ne trouvaient aucun intérêt à lire des histoires inventées. Je ne partage pas le point de vue d'Odifredi, mais il me semble intéressant de faire remarquer une chose importante. L'affirmation de Humphrey présuppose que la nature soit quelque chose d'objectif qui doit simplement être dévoilé par le scientifique, alors que l'art aurait des contenus beaucoup plus subjectifs. En conséquence, les créations artistiques, bien qu'accédant à des valeurs universelles pour l'homme, conserveraient une forte empreinte personnelle de l'auteur. Chose qui par contre n'arriverait pas pour un traité scientifique, celui-ci ne révélant simplement que la nature dans son unicité. Cette façon de voir a des origines très anciennes. Souvenons-nous que Platon dans la République prend ses distances avec l'art, soutenant que les poètes racontent des histoires sorties de leur imagination et cultivent les passions, au lieu de les réprimer. Platon s'intéresse à la réalité en soi, selon le principe qu'il existe une réalité ultime et pure. L'objectif platonicien est justement de reproduire l'inconnaissable réalité des idées. Cet objectif ne peut donc pas être atteint par l'art, d'après Platon, puisque l'artiste suit sa propre imagination subjective. Dans ce livre, nous verrons que ce présupposé n'est pas si vrai. L'art et la science sont tous les deux de purs processus de connaissance. Et il n'y a pas de réelle opposition entre la découverte scientifique, relative au monde extérieur, et celle psychologique relative à notre monde intérieur. En premier lieu, il faut rappeler que l'objectivité absolue de la réalité découverte par le scientifique n'est plus tout à fait certaine, depuis que les travaux de Heisenberg sur le principe d'indétermination, relation fondamentale de la mécanique quantique, et les études qui ont suivi ont fait de l'observateur un participant de l'observation elle-même. La réalité, donc, répond à l'observateur. Wolfgang Pauli nous dit que l'incontrôlable interaction entre observateur et système observé qui a lieu dans chaque observation rend impraticable la conception déterministe sur laquelle se fonde la physique classique. D'après la physique quantique, une particule n'a ni position ni vitesse définie tant que ses grandeurs ne sont pas mesurées par un observateur. De plus, il existe en physique des choses que nous ne pouvons voir, comme l'électron ou les quarks, les particules constitutives du proton et du neutron. Bien que nous puissions dire que protons et neutrons sont formés de quarks, nous ne pourrons jamais observer un quark isolé. Donc, en physique, on peut arriver à attribuer une réalité à des choses qui sont inobservables selon un principe, mais qui produisent des prévisions correctes, par exemple, sur le comportement des atomes. On pourrait toutefois affirmer que le succès dans leurs prévisions soit la preuve que les théories scientifiques représentent la réalité.
Mais cette affirmation est fragile. En effet, des théories différentes peuvent décrire un même phénomène en utilisant des concepts très différents. C'est ce qui se passe au moment d'un changement de paradigme scientifique, chose bien décrite par Thomas Kuhn dans son essai La structure des révolutions scientifiques. En particulier pour ce qui concerne la physique moderne, on peut dire que celle-ci ne s'intéresse pas vraiment à des objets, mais plutôt à des rapports mathématiques existant entre des abstractions, qui sont ce qui reste des objets. Pendant longtemps, la physique a cherché à réduire la qualité en quantité, mais en s'approchant des éléments ultimes de la matière, la qualité a eu le dessus. Réduire à la quantité existe encore, mais on ne sait plus à quoi s'applique cette réduction. Bertrand Russell, fameux mathématicien et logicien, a déclaré : La physique est de la mathématique, non parce que nous savons beaucoup de choses sur le monde, mais parce que nous en savons bien peu. Nous ne pouvons seulement que découvrir leurs propriétés mathématiques. L'idée que la nature puisse être dévoilée par le scientifique sous-entend en outre que celui-ci doive découvrir les lois causales secrètes qui gouvernent les phénomènes. Mais l'indétermination intrinsèque de la physique quantique imprègne la nature entière, et donc il s'ensuit que certains événements sont effectivement spontanés, ils se produisent, et donc on ne peut pas dire que tous les événements ont une cause. Ces événements quantiques spontanés se limitent au niveau atomique, et ce faisant nous ne les remarquons pas dans notre vie de tous les jours. Mais les théories cosmologiques modernes en arrivent à la théorie disant que notre univers entier fut un temps, limité au niveau atomique. Et donc les effets quantiques durent alors être très importants, et il est alors possible que l'univers ait eu son origine dans un événement quantique spontané, sans qu'il y ait eu une cause qui l'ait précédé. À ces considérations, je souhaite ajouter que la pensée scientifique ne peut être réduite au seul dévoilement des lois causales. Non seulement parce que, comme nous venons de le voir, nous ne sommes pas totalement sûrs de la causalité absolue des lois naturelles, mais aussi parce que la pensée scientifique elle-même peut procéder avec une logique qui ne soit pas strictement causale. Il existe en fait des études sur la séparation entre pensée causale et acausale ou même causale et précausale. On trouve le point de vue selon lequel la pensée non causale, par exemple la pensée magique ou animiste, soit typique de l'âge infantile, comme le pensait le psychologue et pédagogue Jean Piaget. À l'inverse, Felice Perusia soutient que la manifestation de la pensée précausale soit plus diffuse que prévu, et ne dépende pas ni de l'âge du sujet ni du stage cognitif atteint, mais éventuellement, et ce d'une manière limitée, de facteurs culturels psychodynamiques et de l'expérience, et aussi du type de méthodologie expérimentale utilisée. Et que, à la lumière des résultats actuellement à notre disposition, la pensée précausale paraît être en somme une caractéristique diffuse de la raison, indifféremment adulte ou infantile, plutôt qu'un de ses stades préliminaires. De plus, Perusia dit encore qu'une grande partie des interprétations infantiles concernant les phénomènes naturels peut être retrouvée, exprimée clairement, souvent en termes identiques, dans certains des textes scientifiques les plus significatifs de la tradition classique grecque, latine, médiévale et même contemporaine, mais aussi dans les écrits et la science orale de beaucoup de cultures dites sauvages. Ce qui pourrait signifier que l'enfant est un scientifique, disciple toutefois d'une science qui nous est aujourd'hui inconnue, beaucoup plus savant que l'épistémologie évolutionniste du XXe siècle n'est disposée à l'admettre. Une position réaliste admet une réalité indépendante de nos croyances. Il existe pourtant des théories dites constructivistes dans des domaines divers. En psychologie, Piaget, George Kelly, Umberto Maturana, Francesco Varela, Kurt Lewin, et dans la philosophie de la science, Ludwig Wittgenstein, Karl Popper, Paul Feyerabend, qui attribuent aux scientifiques et aux philosophes un rôle fondamental dans la construction du monde. D'après le constructivisme, une connaissance objective de la réalité indépendante de l'observateur ne peut exister. Un des plus grands philosophes contemporains, John R. Searle, se pose le problème du réalisme des faits, soutenant que nous devons distinguer entre les faits bruts, par exemple la distance entre la Terre et le Soleil, et les faits institutionnels, par exemple le fait que Trump soit le président des USA. D'après Searle, les faits bruts existent indépendamment de toute institution humaine et sont établis à travers le langage, alors que les faits institutionnels ont besoin des institutions humaines pour pouvoir exister. La position de Searle est celle du réalisme externe, comme il l'a défini lui-même,
Le monde existe indépendamment de la représentation que nous en faisons et de notre propre conscience. Les représentations sont des créations humaines et arbitraires. La connaissance consiste à avoir des représentations vraies, grâce auxquelles nous pouvons donner des justifications ou des preuves. Il est à noter que le réalisme de Searle ne dit pas comment sont les choses, mais dit qu'il y a un mode dans lequel elles sont. Par cela, il réfute l'argumentation de la relativité conceptuelle contre le réalisme externe. L'idée de relativité conceptuelle, que Searle tient pour correcte, dit en substance que toute catégorie, classification, représentation du monde est arbitraire. Et ce fait est invoqué par les détracteurs du réalisme, justement pour nier que les choses externes existent en soi. Mais le fait que toute représentation du monde puisse être arbitraire n'implique pas que le monde n'existe pas. Le fait que des schémas alternatifs permettent des descriptions différentes de la même réalité n'a pas d'effet sur la vérité du réalisme. Nous ne construisons pas de monde, mais des descriptions du monde. Mais s'il n'y a pas de réalité qui existe indépendamment de notre système de concepts, il n'y a rien à quoi on puisse appliquer le concept lui-même. Déjà dans le passé, des philosophes ont émis des objections au réalisme. Par exemple, les empiristes, George Berkeley, un des pères de l'empirisme anglais, soutient que les objets sont des collections d'idées. Présupposer une réalité externe pour eux signifie présupposer quelque chose d'inconnaissable. Mais l'empiriste David Hume a écrit que bien que nous n'ayons aucune base rationnelle pour croire en une réalité objective, nous n'avons d'autre choix que d'agir comme si elle existait. Même le noumen de Kant se réfère à une réalité inconnaissable et indescriptible. Et la chose en soi n'est autre que ce à quoi se réfère le noumen. Souvenons-nous qu'Immanuel Kant trouvait scandaleux qu'il n'y ait même pas une preuve de l'existence de monde externe indépendamment de notre représentation de celui-ci. Kant admettait pourtant qu'existaient, au-delà des limites du sensible, des corps réels qui, touchant notre sensibilité, déterminent nos représentations phénoméniques. Mais puisque toute représentation subit inévitablement l'empreinte de l'appareil subjectif qui la reçoit, il se crée un fossé impossible à combler entre les apparences sensibles et la chose en soi. Cette dernière reste totalement inconnue et inatteignable, le noumen précisément. C'est pourquoi Kant parlait d'indécidabilité à propos des catégories que nous utilisons pour expliquer la réalité, dans le sens que nous ne pouvons décider si nos catégories sont dictées par le réel ou bien lui sont imposées. Pour Kant, en effet, la réalité dont parle la science est toujours la réalité étudiée et recherchée à l'intérieur d'une théorie, et donc l'objet de la connaissance peut être vu uniquement comme l'objet de la connaissance d'une discipline particulière, alors que de l'objet en soi on ne peut rien dire. Searle, comme nous l'avons vu, est d'accord sur le fait qu'il existe un nombre infini de points de vue différents. Nous représentons la réalité selon notre point de vue particulier. En somme, on peut dire qu'il n'existe aucun concept de la réalité qui soit indépendant de la description ou des théories. Ce point de vue peut être appelé, comme le fait Stephen Hawking, réalisme dépendant des modèles. Ce qui va au-delà de la dispute entre réalistes et anti-réalistes. Selon cette conception, il est inutile de chercher si un modèle est réel, mais seulement se demander s'il est en accord avec les observations. Si nous avons deux modèles en accord avec certaines observations, il ne nous est pas possible de dire que l'un soit plus réel que l'autre. D'après Searle, un des arguments forts en faveur du réalisme externe est précisément la convergence de la science. Le fait que des chercheurs différents, dans des lieux et des temps divers, arrivent au même résultat implique une réalité externe indépendante qui détermine cette convergence. En outre, toujours selon Searle, le réalisme est nécessaire même si c'est seulement pour considérer le problème de la convergence lui-même. Une perspective sur le problème de la connaissance du monde objectif plus orientée vers la politique que vers la science nous est offerte par Hannah Arendt. Personne, seul et sans aide, ne peut comprendre convenablement et dans sa pleine réalité tout ce qui est objectif, parce que ne lui est montré et révélé toujours qu'une seule perspective, conforme et intrinsèque à sa position dans le monde. Si on veut voir et utiliser le monde comme il est réellement, on ne peut le faire que si on considère quelque chose qui soit commun à beaucoup de gens, qui soit entre eux, qui les sépare et les unisse, qui se montrent différemment à chacun et donc ne deviennent compréhensibles que si un grand nombre en parlent ensemble et si s'échangent et se confrontent leurs opinions. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.